Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de adaptation au climat. On pose toujours la question de l'impact que les entreprises ont sur le climat. Mais aujourd'hui, on va se poser la question à l'inverse. On va se poser la question de quel est l'impact du climat sur les entreprises et quelles sont les approches pour mesurer, comprendre cet impact et devenir plus résilient. Nous avons deux intervenants, Vivian Depues, qui est chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat et qui a travaillé sur toutes ces questions justement d'adaptation non seulement des entreprises mais aussi des collectivités locales. Et nous avons aussi Monsieur Bachmann de Noremat, directeur général de Noremat, qui est une entreprise qui construit du matériel d'entretien des accotements routiers et qui va nous présenter des exemples pratiques, donc un cas concret de comment Noremat anticipe ces impacts et ces changements, disons. Je passe la parole d'abord à Vivian pour une présentation donc, sur ces approches. Merci. Merci beaucoup Laura, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement la question, je vais être très scolaire pour commencer en disant finalement quand on parle de s'adapter, de quoi on est en train de parler, parce que dans le jargon des gens qui travaillent sur le climat, généralement on distingue le fait d'une part qu'il y a une dynamique de transition énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc qu'il faut arriver à changer de modèle économique pour tout simplement ne plus émettre de carbone dans l'avenir. Et puis ce qu'on appelle à proprement parler l'adaptation aux impacts du changement climatique dont le but est vraiment de se préparer aux effets et notamment aux effets négatifs des changements climatiques qu'on n'a pas su et qu'on n'aura pas su éviter. Donc il y a d'une part éviter l'ingérable, pour le dire simplement, et d'autre part gérer l'inévitable. Alors bien sûr, nous on le travaille comme ça, mais pour un acteur économique, pour une entreprise, c'est des dynamiques qui sont forcément prises ensemble, qui viennent avec d'autres dynamiques de changement. Et donc souvent, quand on parle de s'adapter, il s'agit de faire avec ces changements, de faire avec ces dynamiques pour ne pas totalement les subir, trouver sa place, faire sa part et gérer les risques qui sont associés. Parce que je pense que la première chose sur laquelle insister, c'est que c'est pas des petits changements, c'est pas des petites choses qu'on pourrait faire à la marge pour s'ajuster, c'est vraiment des choses qui peuvent être assez fondamentales. Alors d'une part, la transition énergétique, c'est quand même changer totalement de modèle, ne plus compter sur certaines sources d'énergie, sur certaines technologies qui nous ont permis des développements depuis quelques décennies. Et puis d'autre part, les conséquences du changement climatique, c'est vraiment passer d'un monde, d'une situation où depuis quelques siècles, on pouvait considérer que les conditions climatiques étaient relativement stables. Alors la météo changeait en partie, mais dans des gammes de conditions qu'on connaissait bien, sur lesquelles on avait des historiques et donc avec lesquels on pouvait assez facilement composer, c'était relativement prévisible. Et là on passe dans un monde qui est totalement nouveau, dans lequel ces conditions climatiques, elles sont plus connues, les historiques qu'on avait sont totalement obsolètes, on peut être très vite surpris. Et je pense qu'on a commencé à le voir ces dernières années. Et donc comment on se prépare finalement à être surpris. Alors, ça c'est des grandes généralités, des choses qui peuvent paraître assez conceptuelles dit comme ça, mais à l'échelle de chaque organisation, à l'échelle de chaque dirigeant, je pense qu'on commence à percevoir un petit peu les signaux de ces différentes évolutions, que ça soit directement, parce que c'est très présent dans les médias, qu'il y a les alertes des scientifiques, et moi j'étais assez frappé dans l'étude qui a été publiée par BPI Lab l'année dernière et cette année encore, de voir que un des premiers moteurs, c'était la prise de conscience et la volonté d'être responsable des dirigeants, qui était un des premiers moteurs. Et puis il y a aussi tout un tas d'autres canaux. On commence à sentir l'évolution de la réglementation, on commence à voir certains signaux économiques, on commence à avoir certaines parties prenantes des entreprises, notamment les acteurs financiers qui demandent des comptes sur ces sujets parce qu'ils identifient derrière les enjeux climatiques des véritables risques et qui veulent gérer ces risques, qui veulent se mettre à l'abri de ces risques. On commence à avoir des demandes, une évolution de la demande des clients et qui est peut-être encore plus perceptible quand on travaille avec la commande publique. Et donc la question véritablement, c'est de se demander
pour chaque entreprise, à l'échelle de chaque secteur, de chaque activité, quelle est ma place dans un monde qui, in fine, devra être un monde neutre en carbone et résilient au changement climatique, et puis comment petit à petit on construit la trajectoire pour y arriver. Comment on identifie les moments critiques, comment on identifie les seuils à surveiller. Alors c'est pas évident parce que on sait à peu près vers où on veut arriver, un monde neutre en carbone et résilient, c'est pas tout à fait la forme que ça a, et puis surtout on connaît pas du tout la route exacte pour y arriver, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme de transition possible, c'est pas un processus totalement dirigé qui dirait voilà on va passer par telle étape, ça va ressembler à ça, on va faire exactement comme ça. Il y a donc une forme de décision en incertitude en permanence, et donc c'est véritablement une question qu'on peut qualifier d'une question de stratégie des entreprises, dans lesquelles la posture qui fonctionne a priori le mieux est une posture de proactivité, proactivité du coup pour trouver sa place dans ces transitions, et puis pour petit à petit gérer ces risques. Alors je vais vous proposer assez rapidement une approche un petit peu en 4 points assez génériques finalement, qui ressemble à des approches de stratégie des entreprises assez classiques pour essayer de se situer dans ce type de transition. Alors la toute première étape, quand on essaie de se demander voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça, une fois que j'ai dit oui, il y a tous ces changements, qu'est-ce que j'en fais, ça va être de bien se poser, de prendre le temps de se poser la question du périmètre de l'analyse, parce qu'on peut être tenté de faire 2 choses qui peuvent être un peu restrictives. La première, c'est d'être trop restrictif. Alors, en particulier si on a déjà fait son propre bilan carbone ou son propre diagnostic, parce qu'on a historiquement une politique environnementale ou une politique RSE, on peut être tenté de repartir de là. Et du coup, de se focaliser sur des choses qui ne vont pas être les choses les plus significatives ou les plus fondamentales. Il y a 2 ans, on a travaillé avec une entreprise du tourisme et notamment des loisirs en montagne qui avait fait son bilan carbone, et dans les postes importants, il y avait les émissions des remontées mécaniques. Alors oui, c'était important quand elle était uniquement sur son périmètre, mais au final, c'est pas ça qui allait être le plus déterminant quand on voyait que tous ses clients, enfin une grande partie de ses clients venaient en voiture à la station. C'est un peu le genre de choses qu'il faut essayer d'avoir en tête. Alors l'autre risque, c'est d'être beaucoup trop large. Quand on est une entreprise, quand on est une organisation, je pense que vous allez le dire, on ne va pas écrire la politique énergétique, la politique climatique ou environnementale tout le pays, on peut faire sa part. Et donc c'est d'arriver à trouver sur quoi on peut avoir des leviers. La deuxième étape, ça va être d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est quoi tous ces changements? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait moins? Et donc de prendre le temps de se documenter, de lire des choses et d'en parler, de le présenter, de le partager au sein des organisations. Alors, il y a énormément de sujets, ils sont tous entrelacés, les questions environnementales, mais aussi d'autres changements. On parlait tout à l'heure de transition numérique, par exemple. Mais si je me focalise que sur le climat, pour commencer, il y a des choses qu'on sait, qui sont déjà là, qu'on a peut-être déjà ressenties, que ce soit des impacts du changement climatique qu'on a vécu ces dernières années, des choses où on a été affecté, où on a vu ses partenaires, ses concurrents être affectés, donc on se dit, oula, petit signal d'alarme. Des réglementations qui ont déjà évolué, des demandes de clients qui ont déjà évolué. Puis il y a des choses où on sait que ça arrive. C'est inscrit dans la loi, c'est des tendances d'évolution qui sont bien documentées par les scientifiques, où voilà, on sait à quelques années dans quelle direction on va. Alors du côté de la transition énergétique, on a une stratégie européenne, on a une stratégie française de transition, une stratégie nationale bas carbone qui fixe des budgets carbone par secteur. Donc on peut commencer à voir selon son secteur comment on est concerné, puis qui fixe des grandes orientations avec un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de tendances qu'on peut aller voir, on peut essayer de se renseigner, de voir voilà, vers où on va. De la même manière, pour les évolutions du climat, dans les 20-30 prochaines années, la tendance elle est assez nette. Il y a des choses qui sont, dont on est relativement sûr, et donc on peut aller voir sur des sites comme Drias, les futurs du climat, à quoi ça pourrait ressembler. Après, il y a aussi un certain nombre d'incertitudes. Comme je disais, on ne sait pas tout. À plus long terme, on ne sait pas comment le climat va exactement évoluer. Il y a certains choix technologiques de transition qui n'ont pas encore été faits.
Mais on a quand même beaucoup d'informations et on a quand même notamment pas mal de scénarios. Alors, différents scénarios de transition qui sont proposés par différents organismes. En France, par exemple, l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, est en train de travailler sur 4 grands scénarios qui mettent le focus sur la technologie, sur la sobriété, sur l'action locale, qui sont intéressantes à aller voir. Ça permet de voir un peu les possibles. Puis du point de vue climatique, on a aussi des grands scénarios qui bornent un petit peu les possibles, qui sont faits par les climatologues. Il y a des publications de Météo France, par exemple, assez bien faites, qui permettent de voir voilà, qu'est-ce qui va être possible. Et par exemple, des 50 degrés à Paris en 2050, c'est impossible. C'est dans des cas de changement climatique dur, mais c'est pas impossible. Tout ça, ça permet de cartographier un peu cet éventail des possibles et donc de se poser la question, troisième étape, de comment ça m'affecte en tant qu'organisation. Par où ça peut passer? Alors partir de comment on a déjà été affecté, un premier point, puis essayer de comprendre un peu les canaux. Alors c'est soi-même, mais c'est sur toute la chaîne de valeur. Comment ça affecte mes fournisseurs, comment ça affecte mes clients, comment ça affecte ma matière première, mon énergie, mon environnement législatif. Essayer de comprendre comment tout ça se propage. Et finalement, il y a une question qu'on peut se poser, qui peut paraître un peu théorique, mais qui est assez intéressante, c'est qu'est-ce qui pourrait vraiment être critique pour moi? Alors c'est une question qu'on se pose soi-même, mais c'est une question qu'on se pose collectivement. Et nous, quand on a travaillé il y a 2 ans avec cette entreprise que je mentionnais, finalement on a fait une série d'entretiens auxquels on présentait à tous les 4 dirigeants de l'entreprise un peu ce panorama des choses qui on pensait pouvaient les concerner. On leur a demandé, vous concrètement, qu'est-ce qui vous paraîtrait critique? Qu'est-ce qui vous paraîtrait vous concerner? Et on a fait un peu le tri dans l'ensemble de ces variables et de ces changements pour essayer de voir voilà, qu'est-ce qui pourrait vraiment être critique et qu'est-ce qui mérite d'être suivi de près, qu'est-ce qui peut mériter des décisions tout de suite et qu'est-ce qui peut mériter des décisions plus tard. Et donc à partir de ça, on est vraiment dans un exercice de stratégie où il faut faire des choix. On ne peut pas tout faire, on ne pourra pas concilier parfaitement tous les objectifs, mais il faut se demander qu'est-ce qui m'importe le plus, qu'est-ce qui m'affecte le plus, et puis faire des choix, faire des paris stratégiques de transformation de modèle. Et je pense qu'on va avoir un bel exemple juste après. Il y a des choix qui sont à faire tout de suite, et puis il y en a peut-être qui sont à phaser dans le temps, à séquencer. Et pour ça, le fait de faire ce travail, ça permet de savoir à quoi il faut être attentif. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Est-ce qu'il y a des processus réglementaires qu'il faut que je suive de près? Est-ce qu'il y a certaines variables climatiques avec lesquelles il faut que je sois familier? Est-ce qu'il y a des nouvelles compétences qu'il faudrait que j'internalise pour être en capacité de comprendre ce qui se passe dans l'évolution d'un écosystème ou d'une dynamique quelconque. Et je pense que c'est un sujet dont il faut parler, qu'il faut suivre et avec lesquels, voilà, après il y a différentes postures possibles qui sont véritablement des différentes choix et stratégies de décision. Alors vous aurez les slides pour les illustrer, mais il y a là, des stratégies, on va essayer de se couvrir contre le risque, de le transférer, de l'accepter. Et de rendre des comptes là-dessus, de le faire collectivement. Et pour ça, il y a tout un tas de... Voilà, on peut construire des scénarios s'il y a beaucoup d'incertitudes. On peut essayer d'avoir une approche par scénario. Et il y a pas mal de méthodologies qui sont proposées. Alors, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail. Vous aurez encore une fois les slides. Et puis, on peut se baser sur tout un tas de méthodologies qui sont proposées par différents acteurs à différentes échelles. Notamment, il y a beaucoup de publications de l'ADEME qui sont très intéressantes. Et en fonction de la taille de son entreprise, en fonction de son contexte. Il y a des méthodologies ou des documents qui sont plus régionaux, plus territorialisés. Dans certaines régions, il y a par exemple les CCI qui proposent des choses. On discutait récemment avec le Grand Est. Et donc, petit à petit, on va construire comme ça sa stratégie. Et je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'ai fait mes 10 minutes. Merci, oui. Je partage ce qui a été dit. Je vais évoquer un exemple d'une brique, d'un métier qui peut impacter nos territoires. Alors, on le prend, nous, de manière très, très globale. Notre société s'appelle Noremat, mais c'est surtout un projet qui s'appelle Sagit, qui est un projet de gestion intelligente des infrastructures et des accotements routiers, tout en particulier. Alors, les infrastructures routières, c'est un peu les veines de notre corps, mais ce sont aussi les corridors verts, c'est les corridors bleus, on les utilise tous. Et mine de rien, ce métier alors, voilà, merci. On a essayé de faire l'exercice de l'impact de ces changements climatiques sur ce métier en partant de 3 principes. De trois types de manières de faucher qui sont basiques et de mesurer derrière
quels seraient les impacts sur ces différentes pratiques de fauchage sur les territoires. Parce que le bord des routes, on peut le passer, quand on le regarde, il peut avoir des impacts pas uniquement sur la sécurité routière, mais sur tas d'autres externalités. Quand on le regarde en globalité, ça peut être sur la réduction des plantes invasives, donc derrière des maladies respiratoires via l'ambroisie. Ça peut être des problématiques d'inondation, de risque incendie, d'attractivité du territoire, de biodiversité. Bref, on a identifié une quarantaine d'externalités positives et négatives qui sont plus ou moins impactées suivant le mode de fauchage, le mode d'entretien du territoire. Et nous, en tant que constructeurs, on aurait pu se limiter à juste produire des machines. Mais non, notre impact, notre responsabilité, il est aussi de prendre en compte l'enjeu de nos clients. C'est d'avoir une vision très long terme sur les territoires sur lesquels on opère, sur lesquels on vit. Donc, c'est partager la compétence avec les différents acteurs du territoire. Et la route, c'est un exemple d'activité où il y a tas de parties prenantes qui ne se parlent plus ou qui ne partagent pas leurs données, tout simplement, et qui ont des enjeux différents en termes de timing aussi. Donc, par rapport à ces enjeux qui sont cruciaux, en termes de changement climatique, de biodiversité, d'autres, de RSE globalement, on s'est dit, bon, on voit bien que le bon sens, ça ne suffit plus. Alors, on a décidé de factualiser le bon sens. Et pour ça, avec l'Université de Lorraine, on travaille au chiffrage de toutes ces externalités. Le coût d'une abeille, le coût d'un mauvais entretien sur le risque d'inondation, le coût d'entretien, le coût d'un autre entretien sur le risque incendie, sur le vieillissement de la chaussée, sur la disparition du grand hamster en Alsace, sur la baisse d'attractivité du territoire à Saint-Tropez. Bref, chaque territoire a des enjeux différents et on se doit de les chiffrer. Alors les chiffrer, pourquoi ? Eh bien pour permettre à nos clients de faire les bons choix et de manière factuelle. Ce ne sont pas des choix politiques, ce sont des choix économiques et écologiques. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. L'écologie qui coûterait trop cher à un territoire, elle n'est pas pérenne. Et un territoire sans réflexion écologique, il ne sera pas durable non plus. Donc, c'est arriver à modéliser toutes ces externalités sur une durée de 1 à 10 ans, parce que la nature, elle prend du temps à pousser. Et il y a des choix qui prennent du temps à avoir des résultats. Et ça, c'est très important. Et on s'est aperçu aussi que le chiffrage, il n'y a rien de mieux pour aider les gens à discuter entre eux. C'est con, mais c'est comme ça, je suis désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est basique. Aujourd'hui, pour faire discuter le monde agricole avec le territoire, avec les associations locales, les LPO, associations de chasseurs, qui vous voulez, toutes les parties prenantes de la route et de ses accotements, rien de tel que du chiffre. Du chiffre. Et là, vous avez un exemple de tableau qu'on doit pouvoir sortir à terme sur la simulation des différents modes d'entretien, c'est-à-dire je fais rien, je laisse pousser. C'est économique à court terme, mais ça peut coûter très cher à long terme. À l'ancienne méthode où je rasais tout ce qui poussait. Et puis des méthodes un peu plus modernes qui sont je fauche juste où il faut, quand il faut. Et en plus, je cherche à récupérer la biomasse pour en faire du biogaz ou du compost ou ce que vous voulez, de l'hydrogène maintenant. Mais enlever la biomasse, c'est aussi ramener de la biodiversité, par exemple. C'est réduire les périodes de curage, donc le coût d'entretien de la chaussée. C'est tout ça. Alors, ces quarantaines d'externalités, on les chiffre, on les met en équation systémique. Et derrière, ça devra produire juste un outil d'aide à la décision factuel pour les acteurs du territoire, pour ces gestionnaires des infrastructures, mais quelque chose qui sera non discutable. Il paraît que, il faudrait que, il faut que, il y a qu'à, faut qu'on, tout ça non. Aujourd'hui, les décisions sont
important d'apprendre. Elle mérite qu'on investisse dans la construction du modèle, dans la modélisation de tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'université, d'autres partenaires, des territoires qui jouent le jeu, qui nous partagent nos datas. Et je vais finir là-dessus. L'enjeu, il est là. On a tous de la donnée. Alors la data, c'est des fois un compte de résultats. Hein. C'est pas obligatoirement de l'IoT. Hein. Mais avec l'IoT, ça va se faciliter. Mais l'enjeu, il est là. Il est là. Partage des informations des différents acteurs d'un territoire pour faire des choix factuels pour arriver à une gestion durable de nos territoires. Voilà voilà notre travail. Alors on sort un peu de notre métier, mais on ne peut pas vivre heureux seul sur un territoire. Donc c'est la responsabilité des entrepreneurs aussi que d'accompagner les territoires dans leur changement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bachmann. Alors, on n'a pas encore de questions, donc du coup, j'en profite pour en poser une. Donc, vous avez parlé tous les deux de deux approches, hein, quelque part. Vous avez créé des scénarios pour mesurer quel va être l'impact sur la biodiversité si on fait rien, si on fait quelque chose. Et Vivian, tu as parlé aussi d'une approche sur la chaîne de valeur. Donc d'abord, avec Vivian, je voudrais peut-être qu'on revienne un petit peu parce qu'on est allé un peu vite sur la fin. Donc si tu peux revenir un petit peu sur, expliquer comment on peut regarder ces impacts sur la chaîne de valeur. C'était une de tes slides. Ouais. Oui, effectivement, je suis passé un petit peu vite. La première chose qui est évidente, je pense, pour certaines organisations et beaucoup moins pour d'autres, c'est d'avoir une représentation de sa chaîne de valeur et de savoir un petit peu de qui on dépend, de qui dépend de ceux dont on dépend et qui dépend de nous. Finalement, donc déjà représenter ça, cartographier ça. Une partie de ce travail peut être fait, j'ai envie de dire, en chambre. Une autre partie, comme vous disiez, demande de la collaboration, du partage de données, qui sont des choses qui s'organisent. Et une fois qu'on a fait ça, le but est d'essayer de comprendre comment les différents maillons de cette chaîne de valeur vont eux-mêmes être affectés par les changements en cours. Alors, comment ils sont affectés par les évolutions liées à la transition énergétique, et puis comment ils sont directement ou indirectement impactés par les évolutions du climat. Alors, ces évolutions, elles peuvent être très directes, ça peut être des événements extrêmes, et donc là, des fois, on a des historiques, et des fois, c'est des choses totalement nouvelles. Comme je disais tout à l'heure, on est surpris. Ça peut être des changements plus tendanciels, c'est assez surprenant de voir le nombre finalement d'acteurs économiques dans des chaînes des valeurs qui vont dépendre de la disponibilité de la ressource en eau sur un territoire, et avec des sécheresses plus fréquentes, plus longues, comme on commence à les voir, finalement par où ça va nous affecter. Et des fois on est très surpris parce qu'on ne se pense pas soi-même exposé à ça, mais d'une certaine manière on va l'être. Et donc d'essayer de cartographier ça, puis derrière de voir à quel point chaque risque est crédible et comment on peut s'en protéger, ou en tout cas faire avec. La deuxième chose, comme je disais tout à l'heure, et ce sur quoi je suis passé assez vite, c'est l'approche un peu par scénario. Une fois qu'on a fait ça, les possibles peuvent être plus ou moins ouverts. Si on est dans des tendances qui sont nettes, avec des choses qui sont très bien dessinées, on peut directement s'y préparer. Si on est dans des choses où en fait on voit qu'il y a de l'incertitude parce que la manière dont on va être exposé, dont on va être vulnérable, dépend beaucoup soit des choix des autres, sur lesquels on n'a pas la main, soit de certaines composantes des dynamiques qu'on ne maîtrise pas totalement, parce que voilà, les modèles climatiques, ils nous apprennent énormément de choses, ils sont très fiables, mais il y a aussi une part d'aléatoire, de chaotique dans le système climatique qui fait qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, si vous prenez le sud de la France, on sait qu'il va y avoir plus d'épisodes méditerranéens, plus de crues intenses en automne. Savoir exactement à quel moment elle va impacter quelle infrastructure, ça on ne sait pas. Donc il faut composer avec cette incertitude-là. Et donc finalement, c'est quelque chose qu'on peut faire avec un travail par scénario, dans lequel on peut essayer d'imaginer différentes pistes possibles, pas pour derrière s'accorder sur la piste moyenne et faire tout comme si on allait raisonner à partir du scénario moyen, mais pour finalement se demander comment on réagirait à différents scénarios et quel est notre but. Est-ce qu'on veut pousser à fond pour aller vers un scénario? Est-ce qu'on veut être résilient à plusieurs scénarios, être robuste et donc se dire peu importe la trajectoire qui sera suivie, dans tous les cas je m'y retrouve? Est-ce qu'on veut avoir
pousser dans un sens mais se préparer à autre chose, c'est le genre de raisonnement qui est aujourd'hui très soutenu par un certain nombre d'acteurs, et notamment, je parlais tout à l'heure des acteurs financiers, des partenaires financiers des entreprises. Aujourd'hui, ils poussent vraiment les entreprises à montrer qu'elles ont considéré différents scénarios, parce que quand on se prépare à différents scénarios, finalement, on est peut-être plus prêt à réagir. Alors pas à réagir en disant c'est exactement ce scénario qui va se passer, mais à réagir en disant ce qui peut se passer peut être différent de à quoi je m'attendais, de la manière dont ça a toujours été. Et si je peux rebondir juste 30 secondes sur deux choses que vous avez dites. La première, vous disiez à la fin, finalement, on va un peu au-delà de notre métier. J'ai un peu l'impression que pour ce type d'entreprise-là, c'est aussi redéfinir un peu faucher le bord des routes, à contribuer à l'aménagement ou à des formes de mobilité sur des territoires qui vont... donc c'est trouver un petit peu la réponse à ce que je disais au début, trouver sa place dans ces dynamiques-là. Et le dire comme ça, c'est intéressant aussi. Et puis une chose où peut-être j'étais un petit peu moins d'accord, mais c'est pour la discussion, vous disiez c'est des choix écologiques et économiques, mais pas des choix politiques. Je pense qu'il y a aussi derrière des décisions collectives, et que en tant qu'acteur économique, on peut aussi pousser dans un sens ou dans l'autre, et qu'à l'échelle d'un territoire, la vision qu'on va avoir d'un territoire, elle peut être plus ou moins soutenue, aller plus ou moins dans un sens, et que c'est aussi des questions où le fait de travailler chacun à ses scénarios et à sa vision du territoire, on va aussi contribuer à la construction d'une vision qui peut être politique, avec des choix à faire derrière. Je parlais tout à l'heure du tourisme et du tourisme de montagne. C'est pas tout à fait les mêmes choix politiques d'avoir certaines voies de transition, ou de rester sur un modèle, d'investir dans certains types de tourisme ou dans d'autres. Et que l'expliciter, c'est aussi pouvoir y contribuer. Et finalement, je pense que nous, pour travailler beaucoup à l'Institut de l'économie pour le climat avec des acteurs institutionnels et politiques, il y a aussi ce besoin, pas de planification rigide, mais de contribution collective pour arriver à se donner de la visibilité et à construire des trajectoires pour pouvoir aussi avoir des formes de programmation budgétaire, de programmation de soutien dans la durée. Mais je pense qu'en fait, vous ne disiez pas le contraire, mais voilà. Je ne dis pas le contraire, on souhaite juste alimenter le débat politique en chiffres, quelque chose de factuel, et alimenter aussi la collectivité. Le chiffre est un dénominateur commun à tous, et on a tous la même valeur derrière. Sinon, les discussions sont très subjectives. Et l'enjeu, il est là. Et aujourd'hui, on a tous les outils, je résume souvent comme ça, pour digitaliser le bon sens. Je le résume souvent comme ça, mais aujourd'hui, ça ne coûte plus rien de collecter de la data, sauf des serveurs, mais avant il y avait des opérateurs qui prenaient leur voiture et qui allaient inspecter les secteurs géographiques, ça prenait des jours à planifier, etc. Aujourd'hui, tout ça peut s'automatiser, se modéliser et amener à faire les bons choix, et ce n'est plus celui qui crie le plus fort qui a raison, maintenant c'est le bon chiffre. Et ça permet de basculer sur d'autres modèles qui nous semblent plus durables. On a une question intéressante. On a une question. On demande, donc je pense que c'est plutôt pour vous, Monsieur Bachmann, un fournisseur a-t-il toujours intérêt à partager ses risques climatiques avec vous? Oui, tout ce qui s'anticipe fait moins mal. On n'a jamais forcément le bon scénario, je partage, mais quand on anticipe les risques, ça fait moins mal quand ça arrive. Et nous choisissons, des fournisseurs qui sont aussi dans cette mentalité. Nous choisissons des fournisseurs plutôt de proximité. Nous sommes aussi engagés, je le dois dire, certains vont être déçus, mais dans des activités de remanufacturing. Vraiment, c'est une approche globale de l'entreprise sur la réduction de tous ses impacts. Et pas aujourd'hui, mais à long terme. Et moi, j'encourage tous les entreprises à travailler aussi sur ces thématiques, parce qu'aujourd'hui, on parle de difficultés à trouver des collaborateurs, mais je vous garantis que si vous positionnez en destructeur de nature, vous en trouverez encore moins. Donc, c'est ça, on se doit donner du sens, on se doit d'avoir une vision long terme pour nos territoires. Et je le redis, on ne peut pas vivre heureux seul sur un territoire. On a besoin de partager nos valeurs ensemble pour être pérenne.
je peux peut-être réagir. C'est vrai que enfin, voilà, là, typiquement, on est sur des questions aussi où derrière, il y a des questions de choix, parce que finalement, vous choisissez aussi vos fournisseurs et ceux qui transmettent ou pas une information, collaborent ou pas. C'est vrai que nous, dans les exemples qu'on a pu étudier, il y en a où c'est plus compliqué d'avoir l'information. Mais après, ça fait aussi partie de la démarche. De toute façon, c'est des démarches où on peut essayer de chiffrer beaucoup de choses, et c'est ce qu'il faut faire, d'objectiver, mais où on n'a jamais une information parfaite, où on n'a jamais une vue complète. Et donc, on peut aussi voir que voilà, il y a des chiffres qu'on n'aura pas, et de se positionner par rapport à ça, parce que je partage tout ce que vous présentiez, à la nuance d'insister plutôt, c'est pas une nuance, c'est un accent sur le fait qu'on peut objectiver beaucoup et que ça amène d'objectiver, mais que derrière ça reste des questions de choix, parce qu'il y a tout un tas de curseurs, il n'y a pas de combinaison unique et idéale de curseurs. Et à un moment, il y a des décisions. Je parlais de paris stratégique tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi de ça. Et il ne faut pas s'attendre à ce que le chiffre donne la réponse à un moment. Il peut aider, il peut permettre de discuter. Il l'oblige à arbitrer, à se positionner. Il l'oblige à dire, mais je fais le choix en conscience de dire que je privilégie cet objectif sur celui-là, que j'accepte ce risque et que je me couvre de celui-là, que je m'éloigne de cet impact pour privilégier celui-ci. C'est des choix qui s'assument devant ses clients, devant ses parties prenantes, devant ses salariés, enfin les gens qu'on veut recruter également. Et c'est là où je parlais, c'est des vraies approches de stratégie qui concernent des dirigeants d'entreprise et pas des ajustements, des choses à la marge. On a une autre question du public. Donc, vous avez développé, Monsieur Bachmann, un outil en interne, mais concrètement, combien de temps, personne, le développement de cet outil vous a pris? Donc, juste pour donner un exemple un peu pratique aussi, et puis concret, de la mobilisation en termes de ressources pour construire un tel outil, sans le faire peur. Non, alors, premièrement, ce n'est pas à une entreprise, théoriquement, de construire ce type d'outil. Donc, on s'est adossé avec des laboratoires, avec l'université, pour amener aussi de la crédibilité, parce qu'on pourrait être pris pour juger parti, hein. Donc, on a eu 2 postdocs. On collabore avec l'Université de Nancy depuis quelques années sur cette thématique. Aujourd'hui, il y a une postdoc à temps plein, plus 4 autres étudiants sur le sujet. On a créé une start-up digitale de 6 personnes en parallèle, parce que c'est une start-up qui permettra de collecter automatiquement la data. Il y a aussi des business models derrière à faire, hein. C'est pas que de la contrainte, c'est de l'opportunité de business, c'est de l'investissement. Hein. Parce que derrière, il y a du conseil aux clients. Il y a aussi de tas de choses. On vendra peut-être moins de machines, on vendra des solutions, on vendra de l'accompagnement du territoire. Donc, c'est un investissement, mais le plus dur, c'est de convaincre des fois les clients, qui sont les territoires, de partager juste leur information. Et ça, c'est mon temps. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est l'intervention dans des conférences, et c'est ce que vous faites vous. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur, parce que si le client n'a pas envie de changer, vous aurez fait tout ça pour rien. Alors nous sommes convaincus que ça va bouger. L'évolution de la finance verte va aider, hein. Les territoires sont financés en partie par la Banque des Territoires. La Banque des Territoires met en place des indicateurs qui obligent à certains changements de pratiques. Donc, je dirais, on n'a fait qu'anticiper une tendance. Dans tous les cas, il fallait le faire. Mais oui, c'est de l'investissement. Mais surtout, moi je le dirais, hein, sachez vous entourer. Il y a tas de compétences sur le territoire. Et le plus important, c'est d'ouvrir son entreprise aux autres. Pour abonder, dans nos travaux récents à l'Institut de l'économie pour le climat, on nous a demandé, on essaie de chiffrer combien ça coûte l'adaptation au changement climatique, et notamment quels devraient être les dispositifs de soutien ou d'incitation publique pour s'adapter au changement climatique. Et au premier ordre et dans une première étape, ce qui ressort de nos travaux, c'est que le coût, c'est justement ce coût amont. C'est le premier coup, c'est finalement qu'il faut mettre de l'intelligence dans les décisions, dans les projets. Il faut prendre le temps de peut-être pas faire les choses exactement comme on les faisait, de bien s'adapter. S'adapter, c'est d'abord s'adapter au contexte local, donc peut-être avoir un peu moins de solutions sur étagère, et donc d'y passer du temps, de mobiliser la bonne expertise. Et donc oui, c'est un coût, mais finalement c'est un coût qui s'internalise assez bien
en aval parce que une fois qu'on a posé les bonnes questions et qu'on a pris les bonnes décisions, d'ailleurs c'est ce qu'on montre quand on fait ce type d'exercice de chiffrage, il n'y a pas forcément en tout cas pas systématiquement beaucoup de coûts en aval. Il peut y avoir des coûts d'investissement, mais après c'est de l'ordre du choix économique. Mais voilà, c'est d'abord de l'intelligence mise dans les projets. Et donc oui, au départ, c'est un coût d'entrée. Oui, c'est des choses, c'est aussi là où ça peut être intéressant de mutualiser, de travailler de manière commune sur un territoire, de s'appuyer sur différents acteurs locaux et territoriaux. Mais c'est vrai que c'est une des dimensions importantes. Aujourd'hui, je communique beaucoup sur la notion de filière. En fait, c'est ça. Si vous travaillez seul, ça va vous coûter une fortune. L'enjeu, c'est de faire bouger des filières. L'enjeu, c'est de cartographier, j'ai bien apprécié, les enjeux de la filière. Et à partir de là, comme toute démarche qualité, une fois que vous avez identifié les indicateurs, vous savez mesurer, vous pouvez enclencher une démarche de progrès. C'est qu'une démarche qualité, un peu plus large, mais on est sur la même approche. Elle est beaucoup plus stratégique que juste la qualité de l'entreprise. C'est tout. On a parlé de développement de nouveaux business. On trouve cette question très intéressante. On a consacré une étude, effectivement, à Bpifrance Le Lab sur ces questions, de voir comment l'adaptation au climat et la transition environnementale et la transition écologique peut être une opportunité de développement aussi, de nouvelles offres, de nouveaux produits, aussi parfois de nouveaux business models. Est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques exemples, Vivian, si tu en as, et aussi, vous en avez touché un petit mot, mais peut-être revenir effectivement sur les bonnes, les externalités positives, je dirais, au niveau business. Alors là, la première chose pour nous, pour développer de nouveaux business, c'est malheureusement, il est de faire comprendre aux différents acteurs du territoire que la somme de leurs différents silos d'activité il peut y avoir un gain dessus. Chaque silo aujourd'hui est hyper efficace, mais travaille souvent au détriment du voisin. Et donc, notre enjeu financier, notre enjeu de business, il est de se financer sur l'efficience qu'on amènera au territoire. On n'a même pas pour objectif de ponctionner plus. On a pour ambition de faire gagner des sous au territoire, de l'argent au territoire, et d'en prendre un petit pourcentage. Nous sommes sur un métier pauvre. Nous sommes que sur l'entretien du territoire, des accotements routiers. Mais qui coûte une fortune à la France. Le patrimoine routier en France, c'est 2000 milliards s'il fallait le reconstruire demain. Il y a un besoin d'entretien. Il n'est pas forcément bien fait de par 20 ans, 30 ans de décentralisation, de changement de responsabilité, etc. Aujourd'hui, on se doit de remettre du lien entre les différents acteurs du territoire. Et notre idée, c'est de se financer sur ce gain d'efficience. Je vais prendre un exemple, tout simplement, entre le monde agricole et la route. Aujourd'hui, on demande à l'agriculteur de réduire ses entrants phytosanitaires pour traiter les plantes invasives, et malheureusement, on les laisse pousser le long de la route. Donc, il y a moyen, à l'arrière, de prendre une dîme sur l'économie de produits phytosanitaires de l'agriculteur si on prouve une bonne gestion des accotements routiers. Voilà, on est sur de l'efficience. Et nous, on souhaite se rémunérer là-dessus. Oui, je pense que derrière cette question, en fait, il y a un peu tout le panel des types d'activités. Il y a les types d'activités pour lesquels s'adapter, ça va être quelques ajustements à la marge parce que finalement, ce n'est pas les plus directement concernés, impactés. Et donc, il va y avoir quelques ajustements. Il y a ceux qui vont avoir des ajustements un peu plus structurels pour continuer à faire la même chose. Il y a ceux qui vont redéfinir ce que veut dire faire ce qu'ils font. Et c'est un peu, je pense, votre exemple en disant tout à l'heure, voilà, peut-être moins de machines et plus de solutions au territoire. Et puis, il y a peut-être aussi certains cas où il va y avoir des dynamiques de reconversion plus structurelles, parce qu'il y a certaines activités qui auront moins leur place, ou en tout cas pas du tout de la même manière, dans un monde bas carbone et résilient. Et alors,
nous, dans nos travaux, on regarde peut-être moins spécifiquement telle entreprise ou tel modèle économique d'un acteur. Par contre, on essaie de raisonner de manière territoriale et de se rendre compte que, vous parliez de filières, on peut aussi parler d'économie territoriale qui évolue. Vous êtes dans les Vosges, je crois, Meurthe-et-Moselle, voilà, nord-est, où finalement, on peut voir que quand on essaie de penser à quoi pourrait ressembler l'évolution du modèle touristique et du tourisme de montagne, pour continuer sur cet exemple, sur ce département, on a un peu de mal à trouver les marges de manœuvre si on reste sur le modèle d'une station touristique. On commence à trouver un peu de marge de manœuvre si déjà on commence à raisonner à l'échelle de ce que l'Agence nationale de cohésion des territoires appelle des micro-destinations. Donc en prenant à l'échelle d'un territoire qui a du sens différentes activités, différentes offres, ou peut-être qu'on va moins gagner sur la vente de remontées mécaniques sur la station, mais en ayant des offres de logement plus qualitatives, les gens qui viennent faire de la randonnée resteront plus longtemps, dépenseront plus sur le territoire. Donc on arrive à trouver des choses là. Et puis en fait, les vraies clés, on les trouve quand on sort juste de la définition de tourisme et qu'on pense en mode économie territoriale. Parce que finalement, le tourisme, c'est certaines saisons où il y a des gens qui viennent et qui vont dépenser pour des activités touristiques, mais c'est aussi garder des gens à l'année sur le territoire. Donc à un moment, c'est arrivé, quand on disait cartographier tout à l'heure ces chaînes de valeur, peut-être est-ce qu'on peut avoir des fournisseurs locaux, est-ce qu'on peut trouver des complémentarités régionales, et c'est quand on commence à raisonner comme ça qu'on arrive à trouver les marges d'efficience, les transformations de modèles économiques ou des choses qui peuvent fonctionner. Donc c'est aussi une échelle de raisonnement qui peut être intéressante. Merci beaucoup. On a une autre question qui est les PME françaises ont-elles les moyens d'acheter des prestations d'études de conseil pour essayer de lever le nez de leur guidon? Alors moi, je crois que la réponse est oui, mais je passe la parole peut-être à Monsieur Machmann si vous voulez répondre par rapport à ça. Alors, il y a tas d'outils aujourd'hui pour collaborer avec les universités ou autres organismes de recherche. Ce qui coûte peut-être le plus cher, c'est d'exprimer sa vision, c'est de les accompagner. Parce que en tant que PME, on n'a pas toujours les moyens de construire le cahier des charges bien rigoureux, etc. On y va avec le cœur. Et ça prend du temps. Mais sinon, aujourd'hui, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et par contre, ça doit se faire dans la durée. Et moi, autant j'ai eu du mal à travailler avec l'université il y a 15 ans, autant aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un réel changement de vision dans les universités et autres milieux éducatifs. Et oui, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Le plus cher, c'est de concevoir, le projet, c'est d'y donner du temps, de partager sa vision et de ne pas avoir peur de la partager. Parce que des fois, on se dit, non, mais c'est mon secret. Non, si vous voulez vous retrouver tout seul, et ça n'amènera à rien. Donc, il y a tas d'aides. Les régions, BPI ou d'autres, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je ne vais pas répondre sur est-ce que les PME ont les moyens, puisque je n'y travaille pas. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui se voit quand on compare des exemples. C'est que oui, il y a des outils qui peuvent aider, il y a des prestataires extérieurs qui peuvent venir aider, mais c'est exactement ce que vous disiez, c'est le fait d'y passer soi-même du temps en interne, d'internaliser une partie de la réflexion, parce que commander une étude qui va être livrée, qu'on aura du mal à s'approprier, c'est le dialogue qui va être construit dans le temps qui est extrêmement important. Et vous parliez des recrutements tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens, notamment parmi les jeunes diplômés ou autres, qui sont très demandeurs aussi de passer un peu de temps là-dessus. Et je pense que ce n'est pas du temps perdu pour une entreprise. Merci beaucoup. Il nous reste encore 1 minute 30. Si vous avez un petit mot de la fin que vous voulez partager peut-être pour les entreprises qui nous écoutent. J'ai dit à la Banque de France que je ne souhaitais plus de croissance, que je m'attaquais à la décroissance. Et ils m'ont regardé avec des grands yeux. Décroissance. Oui, décroissance de la consommation, de mes consommations, décroissance de mes impacts. Et cette décroissance, elle doit nous amener à une croissance qualitative. Voilà. Je dois conclure, c'est peut-être en disant un peu
la première étape, c'est de se plonger dedans. Ça fait peut-être un peu peur, mais il y a plein d'infos, il y a plein de partenaires pour en parler. Et puis de sortir un peu ces antennes pour essayer de comprendre comment on est affecté. C'est peut-être la première chose. Ce qu'il faut suivre, ce qui nous impacte. Puis une fois qu'on est dedans, en fait, je pense qu'on identifie tout plein de prises sur le sujet. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Et alors, je répète encore, vous pouvez retrouver, on va vous envoyer en fait c'est les mails, par email les présentations. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tous les documents. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et bonne continuation pour ceux qui se connectent à d'autres masterclass. Merci beaucoup.